Savez-vous qu'en Belgique, si vous devez prendre soin quotidiennement d'un proche en perte d'autonomie, vous pouvez obtenir une reconnaissance officielle, voire même, dans certaines conditions, bénéficier d'un congé spécifique? C'est ce qu'on appelle le statut d'aidant proche, encore méconnu et pourtant le quotidien d'environ 10% de la population. En 2019, la Mutualité chrétienne, notre partenaire de cet épisode un peu spécial, s'est fortement mobilisée pour faire évoluer le statut des aidants proches. Depuis, elle continue son combat politique pour améliorer leurs droits. Et par ailleurs, dans l'ensemble des services qu'elle propose, la Mutualité chrétienne accorde aussi des avantages complémentaires pour soulager les aidants proches et les personnes en perte d'autonomie. Pour en savoir plus, visitez leur site mc.be/aidant-proche. Et maintenant, place à l'épisode. Bienvenue dans le podcast J'aime mon métier, le premier podcast belge qui met en lumière les métiers humains et inspirants des secteurs du social et de la santé. Je suis Émilie Vinsotte, co-directrice de la plateforme du Guide Social, la référence depuis près de 40 ans pour de nombreux travailleurs et acteurs psychomédico-sociaux. J'aime mon métier, c'est l'envie de mettre sous les projecteurs ces métiers essentiels et chargés de sens qui tissent notre secteur associatif au quotidien et qui jouent un rôle indispensable au développement de la société. Nous sommes donc partis à la rencontre de ces femmes et de ces hommes qui aiment leur métier. Des gens résilients, engagés, passionnés, animés par cette soif de relations humaines. Ce 21 juin, c'est la journée nationale des aidants proches. Alors ce n'est pas une profession, on est d'accord, mais c'est un statut désormais officiel. Être aidant proche est souvent un choix imposé par la vie, ça vous tombe dessus sans trop prévenir. C'est ce qu'a vécu Fanny Calcus, notre invitée du jour. Sa vie a été chamboulée lorsqu'on a diagnostiqué chez sa fille une maladie rare. S'enchaîne alors un combat de 3 ans pendant lesquels le répit aura peu de place. De cette expérience, Fanny crée la Casa Clara, une ASBL qui accompagne les parents d'enfants porteurs d'un handicap ou d'une pathologie lourde. Fanny nous témoigne aujourd'hui son expérience d'aidant proche, sa nouvelle orientation professionnelle et comment, grâce à la Casa Clara, des centaines de parents s'autorisent aujourd'hui une douce parenthèse dans leur quotidien. Bonjour Fanny. Bonjour Émilie. Comment tu te sens ? Ça va. Merci en tout cas pour l'invitation. Merci à toi d'être là. Je te propose de te présenter et puis de nous présenter ton métier un peu particulier pour lequel tu es là aujourd'hui. Donc je m'appelle Fanny Calcus, j'ai 48 ans. Je suis maman de 3 enfants, dont un enfant, Clara, qui est décédé il y a 14 ans maintenant. Je suis massothérapeute et coordinatrice de l'ASBL Casa Clara, qui est une maison de répit et de ressourcement pour les aidants proches d'enfants malades et en situation de handicap. J'habite à Grimbergen, mais je suis une Wipionnaise d'origine. Voilà. On t'a proposé de venir témoigner aujourd'hui pour ton expérience d'aidant proche, expérience un peu particulière parce que c'est une situation que environ 10% de la population belge vit au quotidien. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus ? Oui, en fait, je peux parler plutôt de ma situation alors. Donc, c'est une situation qui arrive dans la vie par la force de la vie. Clara est née avec une maladie rare qui incluait différentes formes de handicap et une pathologie cardiaque lourde qui a fait qu'elle n'a pas survécu au-delà de ses 3 ans. Par la force des choses, en tant que maman, en tant que parent, on devient l'aidant proche de son enfant sans qu'on ait nécessairement l'impression qu'on endosse ce rôle, puisque certainement en tant que parent, c'est la logique en fait. On s'occupe de lui jour et nuit, et quand la maladie ou le handicap s'invite dans la vie, c'est un rôle qu'on endosse vraiment naturellement, je dirais. Tu faisais quoi avant ? Moi, j'étais gestionnaire financière et gestionnaire qualité dans une société automobile. Ok. J'ai une formation HEC au départ, qui m'aide beaucoup dans la gestion de ma petite entreprise, mais qui était totalement incompatible au niveau, je vais dire, de la fonction que j'exerçais et de l'investissement en temps et en émotion que revêtait effectivement l'aide et le soutien quotidien à Clara. Et puis par la suite tout à fait dénué de sens en fait par rapport à l'expérience vécue.
Alors, on est dans le podcast J'aime mon métier. Toi, tu as des métiers, déjà. Qu'est-ce qui t'épanouit le plus aujourd'hui dans toutes ces casquettes et qu'est-ce qui fait que tu aimes tes métiers? L'accompagnement, vraiment dans le sens global de ce que peut être l'accompagnement des aidants proches, des familles et le soin aussi, vraiment. Le soin à la personne, ça c'est vraiment ce que j'aime dans mon métier. C'est quelque chose d'extraordinaire. On me demande souvent après un massage, mais vous n'êtes pas fatigué, vous n'avez pas mal aux mains, vous faites non. Non, parce qu'il y a quelque chose qui s'installe et qui fait que on donne, on reçoit, on donne, on reçoit, on donne, on reçoit. Et ça c'est vraiment extraordinaire dans ce métier. Est-ce que tu pourrais nous expliquer concrètement, parce que c'est un statut qui vient d'être vraiment valorisé et officialisé il n'y a pas si longtemps que ça, est-ce que tu pourrais nous définir l'aidant proche de manière générale? Alors moi j'ai une notion très généraliste qui est de dire pour moi toute personne qui aide quelqu'un de son entourage, quel que soit l'entourage, qu'on aide un voisin, un ami, ses parents, son enfant, pour moi ça c'est un aidant proche. Après il y a le cadre légal qui s'est enfin imposé entre guillemets et qui est arrivé avec une définition clair, réglementé pour mettre un encadrement sur une reconnaissance. Je précise que pour venir à la Casa Clara, il ne faut pas cette reconnaissance. Donc ça, c'est parce que sinon j'aurais beaucoup moins de parents, parce qu'il faut savoir qu'il y a encore très peu de parents qui ont fait cette démarche de reconnaissance aidant proche. On est arrivé avec cette définition qui est que un aidant proche, en fait, c'est une personne qui apporte de l'aide et son soutien de manière régulière et continue à une personne en déficit d'autonomie. Il faut avoir, ça c'est une notion importante, établi une relation de confiance avec l'aidé. L'autre notion légale, c'est que ça doit être exercé à titre gratuit, bien sûr, à titre non professionnel, et cela doit se faire avec le concours d'au moins un professionnel. C'est un cadre légal qui aboutit à une reconnaissance et à certains droits. Et alors, il y a deux types de reconnaissance. Donc, il y a une reconnaissance générale, où quelque part, si on remplit la définition que je viens d'énoncer, on est reconnu aidant proche. Donc, les démarches se font auprès de la mutuelle et c'est une déclaration sur l'honneur. Et puis alors, il y a la deuxième reconnaissance qui est la reconnaissance avec droits sociaux pour laquelle il y a une étape plus loin ou plus approfondie, c'est-à-dire que il y a nécessité pour avoir la reconnaissance d'exercer ce soutien et cette aide au moins 50 heures par mois ou 600 heures par an. Et les droits sociaux, c'est essentiellement ce qu'on met en avant, ce congé thématique aidant proche, qui en septembre 2020, lorsque la loi est entrée en application, était de 1 mois, et 1 an plus tard, en septembre 2021, ce congé est déjà passé à 3 mois. J'espère que de plus en plus d'aidants proches vont faire cette démarche de quelque part se faire reconnaître, ce qui n'est pas évident, alors que je pense vraiment que même pour soi, pour son entourage, faire cette démarche, c'est quelque chose, c'est rentrer vraiment dans cette conscience du rôle que l'on a à côté de son rôle de parent, de conjoint, d'enfant de. J'imagine. Quels sont les plus gros challenges au quotidien quand on devient aidant proche de sa propre fille? Le premier challenge, en fait, c'est de tomber dans un monde qu'on ne soupçonne même pas, en fait. Donc, le milieu hospitalier, pour un enfant, c'est pas du tout quelque chose auquel on est familiarisé. On est à l'hôpital pour mettre au monde son enfant, mais c'est pas, un environnement médicalisé. C'est pour, réaliser une des plus belles choses de la vie. Mais se retrouver dans un milieu hospitalier, un milieu de soins intensifs, au chevet d'un bébé qu'on vient de mettre au monde, ça c'est vraiment le premier gros challenge, quoi, de pouvoir
oui, on sait, on sent qu'un bébé c'est fragile, mais à ce point-là, donc d'être finalement très très tôt confronté à cette notion de durée de la vie, en fait, de ce qu'elle peut être. Ça, c'est vraiment le premier challenge, en fait, en tant que parent d'un enfant, un enfant né malade. Et donc, dès le début, tu as su que ça allait être Alors comme ça? oui, donc à quelques heures de vie, elle a eu vraiment un malaise à la maternité et de là a découlé le diagnostic en premier lieu de sa pathologie cardiaque. Et puis plus loin, alors par rapport à la pathologie cardiaque qu'elle avait, le fait qu'elle était une fille, ils se sont dit ils ont pensé à l'un ou l'autre syndrome connu et ont identifié qu'elle était via un karyotype au niveau des chromosomes, qu'elle avait la microdélétion 22q11. Donc c'est sur le 11e morceau du chromosome 22 qui a trait à tout ce qui est développement du cœur, toute la sphère ORL, etc. Voilà. Et un retard global de développement, comme on appelle ça potentiellement. Et on lui annonçait une espérance de vie courte? C'était très compliqué parce que la pathologie cardiaque était très lourde dès le départ. On a vécu avec des échéances, en fait, où finalement on s'est dit, les handicaps associés à ce syndrome, on verra ça plus tard. On s'est vraiment concentré sur le vital. On a toujours vécu en se disant que on allait travailler étape par étape cette pathologie cardiaque, où oui, tout le monde espérait que la première chirurgie suffirait, mais elle n'a pas suffi. Il y en a eu une deuxième, et puis il y en a eu d'autres, et il n'y a pas eu de pronostic, de date, on savait que chaque chirurgie était une histoire de vie ou de mort. Un jour à la fois, vous êtes... Vraiment. C'est vraiment ça, en fait. Ouais. Et c'était quoi le quotidien de Clara et puis le quotidien pour toute la famille, du coup? C'est plus facile 15 ans plus tard de le dire, mais même dans tout ce qu'on a vécu, il y a eu énormément de positifs. Clara est une petite fille qui était hyper vivante, elle avait un regard, même malade, les gens la croisaient et ils disaient, mais si on regarde que ses yeux, en fait, on sait pas. On a su profiter de chaque minute. Elle nous a aidés à le faire, mais donc elle a pu aussi, je pense, profiter du bon. Pour le reste, les autres points plus douloureux, c'est les longues périodes d'hospitalisation. Certes, elle avait vraiment un quotidien avec la prise de médicaments plusieurs fois par jour. Elle a été longuement alimentée par sonde. Elle a beaucoup vécu avec une énorme bouteille d'oxygène à côté d'elle. Mais elle a pu aller en crèche. Une crèche inclusive extraordinaire qui était à 2 minutes de l'hôpital, ce qui a fait que du coup, et pour nous, et pour les médecins, et pour l'équipe de la crèche, c'était rassurant. Et donc elle a pu avoir une sociabilisation quand même avec d'autres enfants, ce qui était super chouette. Clara avait déjà d'autres frères et sœurs? Donc Martin, elle a son grand frère, donc il avait entre 3 et 6 ans pendant la vie de Clara. Très très chouette relation, vraiment. On a la chance d'avoir vraiment une famille très présente et donc moi avec un papa médecin donc qui nous a aidés à franchir les premières étapes de cette notion du répit qu'on abordera à un moment donné, j'imagine. Où à partir du moment où je savais que pendant 1 heure c'était mon papa qui s'occupait de Clara, je pouvais profiter de cette heure, même si j'imagine que pour lui, ça devait être une situation finalement stressante aussi, parce que c'est pas un patient, c'est sa petite fille aussi. Donc, Et toi, tu as dû apprendre à avoir un peu cet œil médical aussi. Oui, tu devais faire des actes techniques. Alors, c'est-à-dire qu'il y a des choses, on développe un instinct comme ça, ou quand on est en milieu hospitalier, que ce soit moi ou mon mari, on avait plutôt tendance à tout observer, à comprendre. Tiens, c'est quoi le taux d'oxygène dans le sang, c'est quoi son rythme cardiaque, sa fréquence respiratoire, et à détecter les signes. Donc ça, c'est plus quelque chose qui vient par instinct. Donc, et puis j'ai osé mettre les limites de là où je ne voulais pas aller. C'est moi qui ai dit non, ça je peux pas faire moi-même. Mais c'était elle avait besoin de piqûres, d'injections de fraxiparine pour liquéfier, maintenir son sang.
Et donc, c'est des petites piqûres qu'on doit faire dans les parties grasses du ventre, etc., ou dans les cuisses. Et là, j'ai dit, bon, il faut que quelqu'un vienne faire ça tous les jours à la maison. Ouais, je comprends. Voilà, c'est pas des choses. Vous étiez entourée de quel type de métier autour de la famille, autour de Clara? On s'est très vite senti super entouré au niveau des équipes soignantes en milieu hospitalier, vraiment extraordinaire. La première équipe à laquelle on a été confronté, c'est les soins intensifs pédiatriques, où forcément on garde les visages de référence qui sont typiquement le médecin qui est venu la chercher à la maternité en ambulance quand la maternité a appelé en disant nous on ne sait plus rien faire ici, il faut qu'elle soit transférée dans un hôpital. L'équipe des cardiologues, bien sûr, très 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 présent. Donc c'est vrai que finalement, elle avait des consultations en cardiologie pédiatrique ultra régulières. Hein. Donc parfois c'était 2 fois par semaine quand il fallait vraiment mesurer des choses. Et donc forcément, ça devient une grande famille. Et alors l'équipe de liaison, effectivement, qui sont enregistrés, qu'il était déjà à l'époque comme équipe de soins palliatifs, pédiatriques ou de soins continus, comme on les appelle aussi maintenant, qui nous permettent de nous rendre compte que le palliatif n'est pas réservé à la fin de vie, que c'est tout un accompagnement en fait qui peut s'étaler sur de nombreuses années. Et là maintenant, moi je viens de suivre la formation en soins palliatifs pédiatriques, qui m'a vraiment confortée dans cette idée que oui finalement c'était normal qu'on ne se soit pas senti pris en charge sur le plan palliatif, dans le sens où on peut l'imaginer comme le palliatif, ça veut dire qu'il n'y a plus d'issue, ça veut dire que puisqu'on a continué à tout faire pour la maintenir en vie, non seulement, mais lui maintenir un niveau de qualité de vie le plus élevé possible. Tu te rappelles de l'état d'esprit dans lequel vous étiez, ton mari, ton fils, Clara et toi? Alors, notre fils, il était très jeune, évidemment, donc s'il y a des questions que je me pose encore beaucoup, c'est par rapport à lui. Donc finalement, comment est-ce que lui se sentait? Alors on essaye d'être à l'écoute le plus possible. On sait que l'entourage a été très à l'écoute, avec la présence des oncles, les tantes, des cousins et tout autour de lui, des grands-parents. Sinon, l'état d'esprit dans lequel on était globalement, c'était vraiment cette notion de prenons tout ce qu'on peut prendre. Je suis pas restée sur un ton positif pendant 3 ans, loin de là. Donc chaque consultation restait à un moment de et puis parfois c'était ça va aller, on peut continuer comme ça, et parfois oui. Je dis souvent que j'ai l'impression qu'on a eu une chance inouïe en fait, finalement, qu'on a eu un accompagnement d'une grande humanité, empathie, on appelle ça comme on veut, mais où on s'est senti vraiment être pendant 3 ans dans le projet de vie de Clara, avec elle, avec les équipes, avec la famille, avec les amis. Oui, et on a vraiment eu cette chance. Et c'est vrai que par rapport au vécu d'autres aidants proches que je côtoie maintenant dans mon métier, je me rends compte que c'est loin, loin d'être le cas pour tout le monde, mais que ça fait beaucoup. Et du coup, quel a été le déclic pour toi de vouloir créer une maison de répit? Eh bien, justement, c'était pendant les moments où j'aurais pu avoir vraiment du répit, c'est-à-dire ce moment où elle a pu intégrer la crèche et où finalement, ces moments de répit n'en étaient pas du tout pour moi. C'était juste des moments de solitude, en fait. Et donc, on se met à culpabiliser parce qu'on se dit, en fait, moi, j'arrive pas à aller bien quand elle est bien et que je pourrais profiter, en fait. Parce que quand toute votre vie est régulée, les horaires, ce que vous mangez, quand vous pouvez aller chercher votre autre enfant à l'école, etc., est régulé autour de cet enfant, qui nécessite toute notre attention. Au moment où vous arrivez à franchir le pas qui n'est pas facile à franchir, donc de céder cette prise en charge à quelqu'un d'autre. Alors les premières fois, il y a d'abord de l'inquiétude avant la solitude. Comment est-ce qu'elle va? Est-ce que je peux pas aller la chercher 1 heure plus tôt? Déjà dans la tête des jeunes mamans, ça peut être ça quand on dépose son enfant en bonne santé à la crèche les premières fois. Il y a l'inquiétude. Et puis il y a cette solitude vraiment de se dire, mon mari travaille.
mon fils est à l'école, mes amis travaillent, mes parents n'habitent pas tout près. Qu'est-ce que j'ai en fait? Ah, va te balader, va faire du shopping. En fait, on est juste tout seul avec toutes ces questions, et j'ai pas pu m'empêcher de penser à ce moment-là qu'il y avait probablement un tas d'autres parents dans mon cas. Et donc j'ai cherché un endroit où je pourrais, je sais pas, prendre un café avec d'autres parents. Alors vous savez, à l'hôpital, il y a le petit salon des parents où on a un minimum de vie sociale, hein, où on croise forcément dans les longues hospitalisations, dans le salon des parents, on va se réchauffer un petit plat au micro-ondes, on prend le café, et puis chacun retourne près de son enfant, puis on revient, on échange 3 mots. Mais là, il y a juste plus rien, en fait. Et ce type d'endroit n'existait absolument pas. Et donc, c'est vraiment cette solitude qui m'a amenée très vite à me dire, voilà, moi, je recherche ça, un endroit où je pourrais, échanger avec d'autres parents, mais sans que ce soit un groupe de parole encadré par une psychologue. Vraiment, c'était pas ça. Et donc, c'est ça qui m'a amenée à créer cet endroit qui était au départ vraiment lié aux rencontres, à l'échange, tout à fait informel. Et donc, tu as commencé à faire toutes les démarches pour la Casa Clara à ce moment-là? Non, en fait, c'est venu plus tard. Donc, l'idée de créer cet endroit était dans ma tête. Clara est décédée et avant de vraiment en arriver à créer la SBL et la maison de répit, j'ai eu tout ce cheminement par rapport à une réorientation professionnelle. Donc, qu'est-ce qu'on fait après le décès d'un enfant? C'est vraiment dans un cheminement de reconstruction, d'abord personnel avant que ce ne soit professionnel, où j'ai participé à une sorte de séminaire de ressourcement où il y avait différentes approches qui étaient proposées, plus pour régénérer le corps, l'esprit. Il y avait de la danse, il y avait du massage, il y avait de la méditation. Et là, dans ce week-end, j'ai eu moi l'occasion de masser quelqu'un, alors que je n'avais pas de technique, et ça a été une révélation en fait, une révélation de dire en fait ça c'est juste waouh. Et je suis devenue alors massothérapeute. Et puis de fil en aiguille en fait j'ai très vite su que je ne voulais pas être massothérapeute classique, que je voulais orienter ma pratique d'abord vers le milieu hospitalier et de retourner dans les unités où Clara avait été hospitalisée pour masser les enfants. De cette manière, accompagner les parents aussi, parce que tout ça, ça s'imbrique l'un dans l'autre quand on est massothérapeute, en milieu spécialisé comme ça. Et le projet Casa Clara est arrivé, oui, ça a découlé en fait, et donc tout ce qui est accompagnement, par les soins du corps, tout ce qui est psychocorporel, s'est intégré à cette notion de espace de rencontre entre parents, et c'est devenu la Casa Clara. Ok, et tu as créé la Casa Clara en quelle année? Du coup, combien de temps après le décès de Clara? Alors, Clara est décédée en janvier 2008. J'ai terminé ma formation de massothérapeute en mars 2009 et on a constitué administrativement la SBL fin 2011. D'accord. Voilà, et les premières activités concrètes de répit pour les parents, c'était début 2013. Ok. Parce qu'entre-temps, on a eu notre troisième enfant. Oui, j'allais dire, est-ce que le troisième est quelque part par là? Ouais, voilà. Ouais, le troisième, Marie, quelque part par là. Donc, entre la constitution administrative et les premières réalisations concrètes, il y a eu Marie. Donc, Quelles sont les missions concrètes de cette maison de répit? Alors, les missions concrètes, donc on s'en est fixé 2, avec tout un volet évidemment qui est d'offrir vraiment des formules de répit adaptées et ciblées pour les aidants proches, donc d'enfants de tout âge en situation de handicap ou de pathologie lourde. Et la deuxième mission qu'on s'est fixée, c'est vraiment une mission de sensibilisation, non seulement des aidants proches eux-mêmes,
mais aussi des professionnels et du grand public, à cette notion de l'importance qu'un aidant proche prenne soin de lui pour pouvoir prendre soin de la personne qu'il aide. Donc c'est ça, leur expliquer que finalement, en prenant soin de soi, on arrivera à prendre soin de son enfant, de son parent, de son proche. C'est vraiment une notion super importante. En tout cas, dans ce que ça peut représenter dans la durée aussi. Là, nous, ça a duré 3 ans, c'était très peu et très intense, mais quand un enfant naît en situation de handicap, on sait que ce handicap, il va être présent et évoluer pendant toute la vie de cet enfant qui devient adolescent, qui devient jeune adulte. Ça, c'est vraiment une notion importante. D'arriver à se rendre compte que on a ce rôle d'aidant qui peut causer de l'épuisement, qui peut parce que l'amour ça nous fait déplacer des montagnes. On se dit ouais, non, ça va aller. Ouais, il faut qu'on tienne, il faut que mais je veux dire c'est ce rôle d'aidant qui fait que l'épuisement s'installe physique, mental et qu'il faut en tout cas d'abord conscientiser et puis cheminer vers je peux demander de l'aide et puis cheminer vers je vais demander de l'aide. Et là, on est confronté souvent à où puis-je demander de l'aide finalement. C'est pas un pas qui est facile à faire. Moi, je me souviens avant que je ne fasse appel à cette massothérapeute qui m'a beaucoup aidée, le numéro de téléphone était dans mon tiroir de la cuisine. Et le jour où j'ai pris mon téléphone, mais c'était oui, non, parce que c'était vraiment rentrer dans un autre type d'aide, en fait. C'était vraiment prendre soin de soi ou faire appel à quelqu'un pour se faire, chouchouter, en fait. Hein. Tu parlais de culpabilité tout à l'heure, c'est ça? On se sent coupable de penser à soi? À soi. Oui, on s'est dit mais c'est pas moi qui ai besoin, c'est mon enfant qui est malade. À la limite, j'ai cherché des possibilités pour Martin justement, pour que Martin soit bien, pour que mais moi c'est autre chose. Les premiers moments où j'ai eu la disponibilité de penser à éventuellement prendre soin de moi, c'était les moments où elle allait mieux. Donc je me disais, mais si elle va mieux, ça va aller. Il y a d'autres personnes, d'autres parents qui sont encore à l'hôpital, etc., ou qui sont dans des situations plus difficiles. Il y a plus difficile que moi. Donc, oui, il y a tout ça, toutes ces notions-là, oui. Tu les retrouves aujourd'hui chez les parents que tu accompagnes? Tout à fait. Ça fait partie des points communs des parents et même des aidants proches en général. Hein, c'est vraiment cette notion de s'autoriser à ouvrir un tout petit peu les vannes ou les portes et d'arriver à prendre conscience de ce que ça peut faire, non seulement sur son corps, mais sur son mental et l'impact que ça peut avoir auprès de la personne qu'on aide et du reste de la famille, de s'être posé 1 heure avec quelqu'un qui est à votre écoute, qui vous soigne, et de petit à petit avoir conscience de la touche positive que ça apporte non seulement à vous, mais au rayonnement que ça a. Alors là, oui, là, on est vraiment dans la notion pour moi, de ce que peut être notre accompagnement en matière de répit. Mais c'est difficile. Je sais que le chemin est pas facile. Explique-nous un petit peu quand les parents arrivent à la Casa Clara, qu'est-ce qu'ils retrouvent dans cette maison de répit? On a maintenant 2 volets à l'activité, alors que notre point de départ, comme je l'ai expliqué, c'était vraiment de permettre aux parents de se rencontrer, d'échanger entre eux. Une des offres de la Casa Clara, c'est d'organiser des journées de répit, où on accueille en petits groupes de 4 à 6 parents qui ne se connaissent pas à la base, ou parfois certains se connaissent, qui est parfois un élément déclencheur. Et la journée débute par un échange, on prend une tasse de café. Alors il y en a qui ont tout de suite envie de parler, de rentrer dans le vif du sujet. Une des grandes spécificités des aidants proches
parents, c'est que la première chose qu'ils disent, enfin la manière dont ils se décrivent, c'est je suis la maman de. Il y a aucune définition d'eux en fait. Ça, c'est vraiment un point commun qu'on remarque, je trouve beaucoup plus quand c'est un parent qui est dans proche que quand c'est un conjoint. Et nous, en fait, on essaie un peu de canaliser ce premier échange. Et pour petit à petit les amener à plus parler d'eux déjà. Il n'y a jamais aucune obligation dans ces répits collectifs. Donc, s'il y a un parent qui a juste envie d'être en répit, justement sortir du handicap ou de la maladie ce jour-là, on le sent assez vite. Je dis ouvertement, voilà, si vous voulez plutôt aller en salle de relaxation ou si vous voulez tout de suite aller en individuel avec un des accompagnants, il n'y a pas de souci. Et la journée se déroule vraiment un peu au rythme de chacun, avec des temps d'échange, une prise en charge individuelle pour chacun, avec un temps d'écoute individuelle, un soin. Et on a des infrastructures bien-être, entre guillemets. Donc, il y a la salle de relaxation, bien sûr, mais on a une cabine infrarouge, on a un jacuzzi maintenant, on a un espace snoozelen aussi. Et donc, le Covid, finalement, les contraintes voilà, qui nous ont été imposées, et donc malheureusement, on a considéré pendant longtemps comme non essentiels nos métiers. Et tous les métiers de contact non médicaux ont été vraiment interdits pendant des longs mois. Et le collectif a été interdit aussi. Donc, on a développé pendant toute une période des bulles de répit individuelles où on faisait même pas de massage. Où je faisais de la relaxation guidée, de l'automassage. Déjà que les parents aient la possibilité de sortir de chez eux, s'ils en avaient la possibilité, ou s'ils en avaient le courage. Le répit individuel est né à ce moment-là. Et dès qu'on a pu reprendre les soins, on a maintenu ces bulles de répit individuelles et on s'est rendu compte, tant au niveau de l'équipe d'accompagnants qu'au niveau des retours des parents, que c'était quelque chose d'unique en fait, qui méritait vraiment et qui pouvait être combiné à du répit collectif en fonction du besoin du moment, de comment on se sent. Et vous accueillez combien de parents par an, plus ou moins ? On a un objectif qui est là, en tout cas, en se basant sur le plus grand nombre qu'on a eu. En 2019, on est arrivé à près de 400 bénéficiaires, tout confondu. Donc, parce qu'on a aussi tout un volet accompagnement des frères et sœurs. Il y a les activités famille où là, il y a l'enfant aussi qui vient. C'est pas que des parents, mais donc et effectivement, oui, les 2 années Covid, on a eu moins. Et là, on espère, si on obtient tous les fonds qu'on a encore sollicités pour cette année-ci et pour l'année prochaine, pouvoir toucher plus de 500 bénéficiaires sur une année. Est-ce que tu te retrouves dans la plupart des parcours que les parents sont en train de vivre ? Est-ce que ça te ramène toujours à ton propre parcours ou c'est une page, peut-être pas que tu as tourné, mais en tout cas, Non, ça ne me ramène pas. Je pense que j'ai continué à vivre avec Clara. Et donc, cette expérience de vie, d'aidant proche, ce que je fais maintenant, c'est une continuité. C'est pas de l'acceptation, je sais pas, ça fait partie du flux de la vie, voilà. Ouais. Ça fait partie du flux de la vie. Mais voilà, je l'avoue, il y a des moments où je me dis, mais dans toute cette difficulté-là, de ces vécus difficiles, etc., j'aimerais encore tellement avoir ce vécu difficile parce que ça voudrait dire qu'elle est encore là. C'est pas là, j'ai dit, elle est là, elle continue à être là, mais je veux dire, m'occuper encore d'elle, voilà, ça c'est quelque chose qui me manque mais j'arrive à faire cette part des choses qui est nécessaire pour quelque part être professionnelle. Est-ce que tu as le souvenir d'une rencontre, qu'elle soit magique ou bouleversante, à la Casa Clara, un lien que tu as tissé avec un parent particulier ? Il y en a trop. il y en a beaucoup. Et j'ai l'impression que à chaque fois, c'est extraordinaire. Chaque rencontre est
est magique avec les parents. Aujourd'hui, tu trouves ton équilibre entre le côté très admin finalement, financier, recherche du subside, très de gestion de la SBL, ta casquette de massothérapeute, ta reconstruction familiale, tes enfants. Est-ce que tu as l'impression d'avoir trouvé l'équilibre? Je pense que j'avais clairement perdu l'équilibre pendant la crise sanitaire. J'ai eu très très dur en fait d'être coupée de ce métier qui est tout le sens de ma vie maintenant, d'être dans l'aide aux autres, d'être vraiment dans le soin, le fait d'être coupée de tout contact et d'avoir dû du coup être beaucoup plus focalisée sur ma tâche administrative, ça a été un enfer, je le dis très clairement, ça a été vraiment très difficile. Je retrouve cet équilibre, mais il y a des périodes de l'année où je sens qu'il est trop fragile et où ça ne me convient pas. Voilà, où parce que pour réaliser un projet comme celui-là, il faut être plongé dans la recherche de fonds. Il y a des périodes où on est trop dans la remise d'appel à projet, où on se dit est-ce qu'on va l'obtenir, pas l'obtenir, pour combien de temps, pour combien on va l'obtenir. Ça c'est très compliqué et le volet gestion pure, la période où il faut faire les budgets, le rapport d'activité, c'est pas ça, c'est vraiment la partie de mon rôle de coordinatrice que j'aime le moins, très clairement. Je n'arrive à le faire que parce que j'ai l'autre côté de la coordination qui est la coordination des activités, les échanges avec l'équipe d'accompagnants, tous les échanges avec les parents avant leur visite. Et puis parce qu'il y a au moment de ma pratique même, que ce soit ma pratique de massothérapeute à la Casa Clara ou à l'hôpital, où j'agis aussi, je suis aussi massothérapeute dans une maison de répit pour enfants, donc qui accueille les enfants. Là, il y a vraiment une compensation. Le monde idéal, c'est quoi? C'est plus de structures comme Casa Clara, c'est plus de collaboration entre le public et justement les parents qui vivent ce genre, qui ont des besoins? C'est déjà, à aujourd'hui, arriver à recenser ce qui existe et à renforcer avant tout ce qui existe de la part des pouvoirs subsidiants, d'aller à la rencontre des besoins de ces structures qui existent et d'essayer de voir comment on peut les renforcer. Quel que soit le type, que ce soit du répit comme à la Casa Clara, que ce soit du répit qui prend en charge la personne à besoins spécifiques, de retourner à l'écoute des besoins des bénéficiaires ou des usagers via ces différentes structures et de voir qu'est-ce qu'on peut développer en plus. Vous n'avez, vous, toujours pas de fonds structurels? Chaque année, c'est un combat. On a répondu à l'appel à projet CAP 48 en 2021 et on est très heureux d'avoir obtenu un soutien pour 2 ans. Déjà 2 ans, c'est extraordinaire pour nous. L'autre partie est là, nous on est ravis d'avoir, ne fût-ce que cette perspective mais 2024 est à nos portes. C'est un soulagement, quoi. On est presque au milieu de l'année 2022 et on pense forcément déjà à quoi est-ce qu'on va solliciter l'année prochaine à cette période-ci de l'année pour être sûr qu'on pourra continuer en 2024. J'imagine que c'est un boulot de dingue. En échangeant avec d'autres responsables d'associations, on se rend compte que qu'il y a une raison aussi derrière toutes les formalités administratives qu'on doit remplir quand on bénéficie d'un subside, etc. Mais c'est qu'à un moment donné, il nous arrive tous de trop nous éloigner du sens même de notre structure pour se concentrer là-dedans, et ça devient de plus en plus complexe. Il y a tellement d'appels à projets qui partent dans des sens, où parfois on se penche sur un appel à projet et on a tellement besoin de moyens qu'on se dit comment est-ce qu'on va faire rentrer notre projet dans cet appel-là, même si, Mais on a nos donateurs, ça je tiens quand même à le souligner. On a quand même des personnes qui croient en notre projet sans qu'on doive aller le plébisciter, le promotionner, le vendre, entre guillemets. On a quand même, heureusement, la générosité collective qui reste un de nos moyens de financer une partie des activités. Donc ça, c'est la diversité
des ressources qui nous permettent de tenir. Et si une âme généreuse nous écoute, elle te contacte via le site? Oui, tout à fait. Okay. Oui. Vraiment le mail info@casaclara.be. Ok, j'espère que ça résonnera chez quelqu'un. Merci. Tu vois où la Casa Clara dans 10 ans? Que tout ce volet de demander ce soutien financier tout le temps partout soit vraiment allégé. Donc ça, très clairement, si on pouvait s'installer dans une perspective où je ne doive plus tous les ans me demander qu'est-ce que je ferai l'année prochaine, qu'est-ce que j'aurai comme moyen pour faire ce que je veux faire l'année prochaine. Par rapport à la Casa Clara, je vais dire dans le volet gestion, coordination, par rapport au volet répit, comment je la vois dans 10 ans, c'est que on puisse répondre à toutes les demandes en quantité, mais aussi en qualité. J'espère que dans 10 ans, ce que sera le répit pour ses parents sera coordonné, centralisé. Que un parent qui a un besoin puisse, je sais pas moi, sur une plateforme savoir tiens, voilà, là il reste une place pour que je puisse confier mon enfant, là je peux aller il reste une place à telle activité, pas qu'à la Casa Clara, il en existera peut-être d'autres, et que finalement, grâce à tout ce réseau qui se sera mobilisé sur le thème du répit, il puisse exister presque autant de formules de répit qu'il y a des tas d'aidants proches au moment où sa demande s'exprime. Et si tu avais un dernier message à faire passer à tous les parents qui sont justement en situation de répit ou qui ne se rendent pas compte encore, qu'est-ce que tu leur dirais? C'est d'anticiper plus, de s'autoriser à demander de l'aide, même très tôt en fait dans son parcours. Vous n'êtes pas seul, vous pouvez demander de l'aide et vous pouvez être accompagné dans cette recherche d'aide. Et que si c'est pas la Casa Clara qui peut les aider à ce moment-là, on peut quand même appeler et nous aussi on peut dans une certaine mesure les orienter vers d'autres, leur donner des informations pour avancer dans d'abord sa propre reconnaissance en tant qu'aidant. Toutes les informations sont sur votre site? C'est le moment de donner l'adresse du coup. www.casaclara.be. On a une page Facebook où on essaye d'être assez actif, en tout cas par rapport à notre actu, par rapport à ce qu'on fait, par rapport quand il reste des places disponibles, même à la dernière minute après des désistements, etc. On essaye de le publier aussi. Et sinon, rien ne vaut un appel. Est-ce que tu te rends compte de tous les gens que tu as réussi à aider? Est-ce que tu es fière de ce que tu as accompli? Oui, je suis fière de ce que j'ai accompli et en même temps, je reste très très humble dans ce que je fais et parfois il m'arrive encore de me dire tiens, est-ce que là j'ai été adéquate ou on reçoit des messages après un massage parfois qui ôtent tout doute mais forcément comme professionnel on se remet en question, c'est important, on essaye de continuer à se former, et le nombre de personnes je ne le compte pas. Je pense que c'est vraiment cette qualité de ce à quoi je peux toucher de vrai dans la vie grâce à ce métier qui nous fait oublier le nombre en fait. C'est vraiment une qualité plus qu'une quantité. Est-ce que tu aurais un livre, un film, un documentaire, un ouvrage, quoi que ce soit, qui pourrait soit nous aider à comprendre le quotidien d'aidants proches, soit inspirer d'autres aidants proches? Je pense à un film qui s'appelle « Apprendre à t'aimer », qui relate la naissance d'un enfant avec une trisomie 21 et le cheminement parcouru par ses parents. Il y en a probablement énormément d'autres et je suis presque gênée de n'en citer qu'un de film parce que je pense qu'il en existe beaucoup. Luc Bolland, typiquement, est quelqu'un qui serait bien mieux placé que moi pour répondre à la question. Lui qui organise chaque année un festival qui met en lumière tous ces films qui mettent en scène des vécus par rapport à
à la situation, je vais dire, extraordinaire, puisque c'est The Extraordinary Film Festival. Et donc, pour resituer, Luc Bolland, c'est le papa de Lou, voilà, qu'on connaît via les réseaux sociaux et la carrière qui est en pleine explosion maintenant. Mais Merci, on mettra tous les liens en dessous du podcast. Eh bien, mille merci Fanny. Merci pour ton témoignage, pour ta transparence, de nous avoir partagé autant de choses de ta famille. Petit clin d'œil à Clara. Voilà, tout à fait. Et puis bravo, bravo pour tout ça. Et à bientôt. Merci beaucoup, à bientôt. Merci d'avoir écouté ce témoignage jusqu'au bout. Nous espérons qu'il vous a plu, inspiré, informé, remotivé, voire même donné l'envie d'une reconversion. Si c'est le cas, aidez-nous à diffuser ce podcast un maximum. Comment ? En partageant par exemple le lien du podcast autour de vous, en le notant de 5 petites étoiles sur les plateformes d'écoute ou en usant du bouche à oreille sans modération. Et si ces thématiques vous intéressent, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site du Guide Social ou directement sur le site de J'aime mon métier, www.j'aimemonmétier.be. Et enfin, si vous avez une question, une suggestion ou une envie de prendre la parole, envoyez-nous un email à podcast@guidesocial.be. Merci pour votre soutien et à bientôt.